La majeure partie de notre temps est employée à faire des actions avec le corps ou faire des actions avec le mental. Et on peut oublier parfois qu'il existe un troisième état qui n'implique ni l'un ni l'autre et dans lequel on peut explorer une plus grande liberté intérieure, une plus grande liberté émotionnelle et faire une expérience de l'amour qui permet aussi de voir plus clair sur la personne, l'être qui est en train de se révéler. Parce que nous ne sommes pas en permanence en train de devenir quelqu'un de nouveau, nous sommes en permanence en train de nous souvenir de ce que nous avons toujours été. Et la vie elle-même et nos mouvements intérieurs sont simplement des pointeurs pour retrouver cette destination qui à la fois est connue et à la fois est déjà présente, mais vers laquelle nous avons parfois besoin d'être guidés à nouveau pour qu'elle devienne une expérience complète. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Depuis longtemps, les humains ont toujours été un peu des études de cas pour moi, avant même d'être dans ce rôle de thérapeute. Euh, J'écoutais énormément les émissions, les podcasts de témoignages avec des personnes qui se confient sur leur histoire et ce qu'elles ont ressenti, etc. Et en combinant à la fois tous ces moments d'écoute des différents mouvements intérieurs des autres, en lisant, en accompagnant des centaines de personnes de toutes sortes de profils, de pays, de parcours, il y a quelque chose quand même qui me frappe particulièrement, c'est que nous sommes souvent notre propre source de souffrance. Parce qu'il y a bien sûr d'un côté ce qui est vécu dans le passé, dans le présent, et puis de l'autre côté l'interprétation qu'on choisit d'en faire, et qui souvent manque tellement d'amour et est tellement euh, un prétexte pour se blâmer d'être ce qu'on est, de ressentir ce qu'on ressent, d'en être là où on en est, que finalement une situation qui pourrait être neutre émotionnellement ou être utilisée juste comme une expérience, une aventure pour croître, pour comprendre de nouvelles choses, tout d'un coup, cette situation est transformée comme un bâton pour se taper dessus et une occasion de s'aimer un petit peu moins que la veille. Et pourquoi je parle de ça? Parce que l'art de se laisser être, qui est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est apprendre l'acceptation. Le mot acceptation, quand on l'entend, on pense souvent à bah, il faut que j'accepte que j'ai vécu ça, il faut que j'accepte que ma collègue soit comme ci ou comme ça, il faut que j'accepte que là, j'ai ça, mais j'ai pas ça, etc. L'acceptation, elle peut aussi s'appliquer à ce qui est vécu intérieurement. Par exemple, si on traverse une période où on manque d'inspiration et où on ne sait pas trop comment naviguer, par exemple au niveau professionnel ou personnel, ben, ça peut apporter de la douceur et surtout libérer de l'espace intérieur pour trouver la clarté, que de laisser partir, de laisser de côté ce dialogue intérieur qui se met en place, qui viendrait rajouter de l'huile sur le feu. Ce dialogue qui dirait ah bah voilà, t'es bloqué, ou ça confirme cette croyance que bah voilà, t'es nul, que les autres s'en sortent mieux que toi, que de toute façon tu vas pas y arriver. Et puis toutes les peurs qui émergent avec ce dialogue intérieur. À partir du moment où on commence à se dire qu'on est bloqué, qu'on va pas y arriver, ou que la situation actuelle est anormale, bah tout d'un coup, il y a les peurs qui viennent avec. Est-ce que je vais finir par y arriver? Est-ce que je risque de rester toute ma vie dans cette situation? Est-ce que je vais perdre l'amour de telle personne parce que j'arrive pas à me réaliser, etc., etc. Et tout ça, tout ce que je viens de citer, que ce soit les pensées, le jugement intérieur, les émotions et les peurs, c'est simplement de la matière mentale à laquelle on se met à croire. Et on se met à y croire si fort que ça prend aussi le pouvoir sur notre état émotionnel, notre état de santé, l'état corporel, et puis l'état de nos relations, l'estime de soi. Ça prend le pas et le pouvoir sur l'ensemble de l'être. Donc il faut revenir à la source, c'est-à-dire
quoi que je traverse, quelle que soit la situation, qu'elle me plaise ou pas. Ça ne dit rien de particulier sur ce que je suis, sur ma valeur, sur ce que je devrais changer en moi. Se laisser être, c'est être dans cette acceptation totale. Oui, j'en suis là, parce qu'à l'image de la nature, il y a des saisons dans mon existence. Et peut-être que cette saison, du point de vue de mon ego, peut paraître trop longue. Et du coup, je me dis que je suis bloquée. Oui, peut-être que j'aimerais que ça soit autrement parce que je compare mon existence à celle des autres. Et en fait, se laisser être, c'est aussi honorer nos propres cycles. On a chacun des cycles, on a chacun des périodes de vie qui ont un intérêt, mais qu'on ne remarque qu'après coup, qu'une fois que c'est terminé. Et venir juger ces moments-là, au lieu d'en prendre vraiment l'essence, qui est que parfois on a besoin de vide pour retrouver l'inspiration. Que peut-être là, dans cet instant, c'est pas du tout un bon moment pour créer quelque chose de nouveau. C'est peut-être un bon moment pour apprendre à se connaître dans une forme de solitude, dans une forme de silence, dans une forme aussi d'existence où on n'est plus dépendant de l'autre et de son regard, et tout d'un coup, on est avec soi-même, et puis on peut se faire face, et parfois pour la première fois. Et se faire face, c'est une des conditions pour ensuite cheminer vers l'amour de soi. Parce que se laisser être, c'est une forme d'amour de soi. Si on transpose, si on imagine qu'on a un clone de soi là en face, on peut s'imaginer par exemple lui prononcer les phrases qu'on peut parfois se dire toute la journée. Moi, je sais que j'ai tendance à me parler gentiment et que j'ai dû apprendre à le faire, mais parfois c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et puis sans s'en rendre compte, c'est quelque chose qui est quasiment insidieux à l'intérieur de nous. On a des jugements très récurrents de soi à soi-même. Et donc, si on était assis à côté de nous-mêmes toute la journée à se dire, tu devrais faire mieux, regarde, tu es bloqué, ah bah regarde cette situation, moi à ta place j'aurais peur, hein. Je pense que voilà, tu vas rester dans cette situation et tu n'y arrives pas. Et, et aujourd'hui, ben, tant que tu changes pas, tant que tu évolues pas, tant que tu n'arrives pas à accomplir ce qu'on avait prévu ensemble, et ben, je peux pas t'aimer ou tu n'as pas de valeur ou je t'en veux, hein, parce que des fois il y a même de la colère à soi et à soi. Et là, toutes les phrases que je viens de dire, hein, qui sont juste des exemples, bah, imaginez-vous si vous aviez un copain là à côté qui est assis et à chaque fois que vous faites le moindre geste, à chaque fois que vous êtes dans une nouvelle situation de l'existence, à chaque fois que vous manquez d'envie, d'énergie, d'idées, de créativité, eh ben, il y a cette voix qui vient vous mettre la tête sous l'eau. Vous auriez très très envie de la mettre à la porte. Et donc, tout ça, ça fait naître énormément de tristesse. Donc c'est la première étape en fait de retrouver un rapport indulgent avec soi-même et de cesser de croire finalement qu'on a une sorte de libre arbitre qui fait que on pourrait faire autrement, que là on ne devrait pas être bloqué, que là on devrait être dans une autre situation. En fait, tout est juste là dans cet instant. Et se laisser être, en fait, ça peut être une forme de neutralité. Si dans un premier temps on n'arrive pas à créer cette sorte de gentillesse dont je parlais, cette sorte de tendresse dans les mots, dans le regard qu'on pose sur soi, déjà on peut avoir une neutralité, c'est-à-dire je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de jugement. Et donc derrière, il n'y a pas spécialement d'émotion à avoir, il n'y a pas spécialement d'analyse à faire de la situation. C'est là que j'en suis. Et ça permet de naviguer instinctivement, c'est-à-dire c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas l'inspiration, il n'y a pas l'envie, que demain, il n'y aura pas quelque chose d'incroyable qui va me traverser et qui sonnera juste. Mais juste parce que ça sera le moment, ce sera l'instant parfait, l'instant d'alignement dont j'ai besoin. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour vous permettre de ne pas vivre en apnée dans votre propre existence. Parce qu'on peut avoir une tendance qui nous est commune à vivre en apnée, c'est-à-dire à toujours avoir en tête un objectif qu'on vise à tout prix et qu'on associe à une libération. C'est-à-dire quand j'aurai obtenu ça, quand j'aurai enfin ce statut, quand j'aurai enfin ça dans ma vie, je pourrai enfin respirer et me sentir complète et m'aimer de manière inconditionnelle et avoir une bonne relation et avoir une bonne vitalité et retrouver la motivation à faire ça et ça. Mais tout ça, on peut le trouver dans cet instant et ça ne repose pas sur des circonstances extérieures qui de toute façon sont changeantes et impermanentes. Et c'est aussi un acte d'amour de comprendre ça, parce que si nous faisons reposer notre bonheur et notre bien-être sur des choses qui sont changeantes et hors de notre contrôle,
Par exemple, les situations de vie, les humeurs et les états d'esprit des personnes autour de nous, leur disponibilité, leurs avis, leurs regards sur nous, la quantité d'argent, la météo, le président, enfin peu importe. À partir du moment où notre bien-être et notre joie reposent sur des choses qui sont hors de notre contrôle, qui ne nous concernent pas, qui sont propres à d'autres personnes ou à des parts de l'existence qui de toute façon vont ne faire que changer, naître, évoluer puis disparaître, on est tout le temps tributaire de quelque chose de nouveau pour être bien. Et donc, c'est un double mouvement. Il y a, d'un côté, je me laisse être. J'ai le droit d'être ça dans cet instant. J'ai le droit de laisser ces émotions exister. J'ai le droit d'avoir besoin d'un temps pour retrouver le chemin et la clarté intérieure. Et de l'autre côté, apporter cette acceptation dont on parlait au début pour ne plus faire de l'existence notre problème principal. Le problème principal, si on devait en pointer un, il est dans nos états d'esprit. Par exemple, imaginons qu'il y a dans votre vie une situation que vous avez du mal à accepter. Et quotidiennement, ça vous accapare mentalement, vous avez des émotions négatives, vous sentez que vous dormez mal, etc. Le réflexe mental qui va avoir lieu dans une perspective dualiste, ça va être de pointer du doigt cette situation, ou même la personne qui a initié cette situation, s'il y en a une, et dire la situation est coupable de mon mal-être. En fait, si dans ce moment, par exemple, vous ressentez de la colère, la cause de votre mal-être, c'est pas la situation, la cause de votre mal-être, c'est la colère. Et vous avez le pouvoir de trouver des antidotes intérieurs et purement spirituels à cette colère. L'antidote à la colère étant la patience, l'antidote à la peur étant l'amour. On a à l'intérieur de nous, dans ce que nous sommes fondamentalement, les antidotes à tous les états d'esprit qui peuvent venir troubler notre paix. Parce qu'il faut bien se rappeler que de manière ultime, notre quête commune et universelle, c'est le bonheur. Et le bonheur naît de la paix de l'esprit. Le bonheur ne naît pas de toutes les choses, justement, pour lesquelles nous restons en apnée, en nous disant je ne serai bien, je ne serai complet ou complète que lorsque j'aurai réalisé tout ça. Parce que la vie nous le prouve à tous. On a parfois des situations qui sont magnifiques, et puis tout d'un coup, on veut réaliser quelque chose de nouveau, et puis il y a une partie de ce qu'on avait obtenu qui finalement change aussi. Donc on n'a jamais dans un moment présent tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire il y a plein de choses là, dans cet instant qu'on a vécu, qu'on a aimé, et même qu'on avait souhaité avant qu'elles n'arrivent, qui là sont déjà parties parce qu'une situation en remplace une autre. Donc il n'y aura jamais un moment dans notre vie où on aura coché toutes les cases et où toutes les cases seront là présentes dans cet instant. Parce qu'on n'a pas besoin de cases pour être bien. On n'a pas besoin de cases, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, se laisser être. On n'a pas besoin de cocher des cases pour se valider en tant qu'être et pour avoir un regard d'amour, d'indulgence et de tendresse vis-à-vis de l'être que nous sommes. Et pourquoi c'est important? Parce que des personnes qui sont bien avec elles-mêmes, qui ont maîtrisé leurs états d'esprit, et puis qui arrivent à avoir de la distance, à se décoller de leurs pensées, en se rendant bien compte qu'il y a d'un côté la pensée, et puis il y a ce que moi je décide de croire et d'intégrer à mon état présent, c'est des personnes qui vont aussi avoir un rapport au monde, un rapport à l'autre, qui va être extrêmement sain, que ce soit dans un rôle de conjoint, de maman, dans un rôle professionnel, dans tous les rôles qu'on peut avoir en interaction avec le monde, y compris la nature, les animaux, ou même nos pensées elles-mêmes qui sont créatrices du monde que nous vivons. Il y a quelque chose qui vibre, qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus libre, beaucoup plus aimant, c'est-à-dire si j'arrive à accepter l'autre. Imaginons que tout d'un coup, les 8 milliards d'êtres humains se rappellent que tout réside à l'intérieur et que ces humains arrivent tout d'un coup à accepter l'autre tel qu'il est, à laisser la nature vivre selon ses cycles et son rythme, à laisser l'autre vivre dans sa différence et selon ses propres convictions, avec la connaissance qu'il n'y a pas de vérité ultime, mais simplement des vérités qui cohabitent. Et puis que du fait que les humains ont compris l'importance de se laisser être, de se respecter soi-même, d'être en amour avec l'être qu'il est, tout d'un coup, on peut avoir un rapport d'amour avec l'autre, l'accueillir comme un frère, l'aimer, lui souhaiter du bien, se réjouir de sa réussite.
Pensons par exemple un instant à tous les déséquilibres qu'il y a dans ce monde par rapport à l'amour. Ben, il serait facilement résolu. Simplement, déjà en ayant ce premier pas d'avoir une douceur vis-à-vis de soi. Et en fait, là, notre présence dans ce monde, elle consiste pas à changer le monde et à donner notre avis sur le monde. Elle consiste à chercher la paix. Pourquoi? Parce qu'en cherchant la paix, nous allons obligatoirement comprendre que les états d'esprit dont nous avons besoin, que sont l'amour, la joie, la compassion et l'équanimité, sont la priorité. Et on va prendre la responsabilité de déjà, dans notre propre monde, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, de déjà faire croître ça. Et ça me rappelle la citation de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Il s'agit de s'occuper de ça, c'est-à-dire dans les moments où on n'est pas bien, la priorité c'est de prendre en charge ce qui se passe à l'intérieur. Quel est l'état d'esprit qui là vient troubler ma paix? Quel antidote je peux y appliquer? Mais pour faire ça, il y a besoin de lâcher, de laisser être, parce qu'on ne peut pas faire circuler une émotion, une douleur, amener de la compréhension s'il n'y a pas l'énergie féminine de la douceur, de l'amour et de la tendresse. Si par exemple, il y a une tension intérieure et qu'on se juge, on est en colère contre soi, on s'en veut, on est dans un esprit quasiment de revanche ou de rejet de soi, on peut pas aller au contact de ce qui est traversé, de ce qui est vécu. On peut pas être dans une posture de compréhension, d'écoute, de résolution. Parce qu'il n'y a pas cette énergie féminine qui vient fluidifier les choses. Dire je sais pas. Ce je sais pas, c'est un mantra très intéressant. C'est-à-dire je sais pas, mais aussi j'accepte de ne pas savoir. Parce que ce qui va parfois créer de l'agitation et nous empêcher de nous laisser être, comme on en parle aujourd'hui, c'est de croire que c'est étrange ou bizarre de ne pas savoir où on va. En fait, toutes les fois précédentes où vous croyiez savoir où vous alliez, euh, c'était une idée mentale, mais est-ce que c'était vrai? Pas toujours. C'est-à-dire quand on croit savoir où on va, c'est qu'en fait on a une pensée précise à laquelle on croit très fort et on se dit, voilà, je vais vers là dans ma vie. Voilà ma destination, mon objectif. Mais bien souvent, ça se passe pas comme on l'avait prévu. Et du coup, on en veut après à l'existence parfois. Mais c'est ça, savoir où on va, c'est une illusion. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on sera, où on sera, et est-ce qu'on sera là dans une seconde, une minute, une heure, une journée, un mois ou 10 ans. On ne sait pas, et c'est normal de ne pas savoir. Le film n'est pas spoilé d'avance. Le film de cette vie n'est jamais spoilé d'avance, donc sans vouloir ou se blâmer de ne pas savoir où on va, ça n'a pas de sens. Et parfois, ben, on se dit, je veux pas forcément savoir où je vais, mais j'ai pas d'inspiration, je sais pas trop quoi faire, quoi créer. Ben, peut-être que c'est juste un appel à explorer la sphère de l'être et plus la sphère du faire, qui est très dominante dans notre monde. Faire, accomplir, être productif, être réactif, faire vite, faire à la vitesse des machines, ça on connaît et puis on essaye de le faire, ok, pourquoi pas. Mais on a aussi cette toute autre partie de nous qui a besoin de vivre, qu'on trouve dans l'énergie de l'enfance, dans l'énergie féminine, dans l'énergie de la nature, qui est, ben, je sais ce que je suis dans cet instant, je sais où je suis, il y a mes sensations, il y a cet instant, mais ce qui se passera tout à l'heure, ou ce que j'aurais envie de faire tout à l'heure ou de créer, on verra dans l'instant en fait. J'ai pas besoin d'anticiper l'acte de création. On peut prendre l'exemple des cellules de notre corps, d'un rayon de soleil, d'une étoile, d'une fleur qui pousse. Il n'y a pas de brainstorming avant que ça ait lieu. Ça a lieu. Et l'acte de création, il est dans l'instant. Donc si là, dans l'instant, vous ne sentez pas forcément d'inspiration, c'est que c'est pas dans cet instant qu'il y a un acte de création qui se fait. Et ça n'a rien à voir avec vous, votre valeur ou ce que vous devriez être. Donc il faut revenir à la racine de ça. D'où ça me vient cette injonction à toujours produire. D'où ça me vient cette injonction à toujours être inspiré. Alors que ça n'a pas de sens. On ne peut pas tout le temps être dans le même état, par exemple de joie, d'inspiration, de vitalité, de tout réussir. Ça n'existe pour personne. Donc c'est ramener de la normalité dans des pauses, l'absence d'idées. Il faut se dire que dans les phases où on n'a pas d'idées pour créer dans le monde extérieur, c'est que
il y a une phase en cours de création intérieure. Et cette création intérieure, elle passe par quoi? Elle passe souvent par une forme de dépouillement. C'est-à-dire, dans ce moment de friction, on va forcer les choses, on va essayer de créer à tout prix, et ça va nous permettre de voir que ça ne fonctionne pas. Et quand on va voir que ça ne fonctionne pas, ça va souvent mettre en lumière, si on arrive à mettre cette conscience, qu'il y a des schémas et des fonctionnements qui ne permettent pas que ça soit fluide. Et ces schémas, parfois, c'est un manque de confiance en soi. Parfois, peuvent cohabiter l'envie que ça fonctionne, mais la croyance qu'on ne le mérite pas. Ça peut être aussi qu'on ne fait pas forcément les choses pour les bonnes raisons. Par exemple, ça peut partir d'un espace de peur ou de manque d'essayer de créer quelque chose, alors qu'on a besoin d'une énergie d'amour et de joie la plupart du temps pour faire les choses bien. Et donc, parfois, l'étape d'avant, c'est d'abord pouvoir guérir les parts qui se sentent vides et pouvoir ensuite reprendre des projets, des actes de création dans la vie qui ne soient plus guidés par des peurs. Par exemple, il faut absolument que je réalise ça, sinon je vais manquer. Ou il faut absolument que je réalise ça, sinon j'arriverai pas à m'aimer. Voilà, la priorité, c'est d'apprendre à s'aimer tout de suite avec ce qu'on est là dans cet instant. Et surtout pas de compter sur ce projet de création parce que du coup, la fondation de ce projet de création est extrêmement friable. Ça ne s'enracine pas dans un terreau frais, ça s'enracine dans une terre qui est aride parce qu'elle n'est pas. L'intention de base de ce qui est créé n'est pas la joie, n'est pas l'amour, n'est pas l'envie du partage ou du don de soi. Et ça, c'est OK, c'est pas quelque chose qu'il faut juger, mais il faut se dire, ah, peut-être qu'il manque un ingrédient. Et cet ingrédient, il est à l'intérieur de moi. Donc même si ça n'a pas l'air de bouger dehors, même si ma vie est la même qu'il y a 1 an, ou 2, ou même plus parfois, à l'intérieur, c'est vraiment pas pareil. Et à chaque fois qu'on a du mal à se laisser être, c'est important d'avoir conscience de ça, de se poser avec soi-même. C'est ce que je partage aujourd'hui, cet acte de laisser être, cet art de se laisser être, de se laisser être soi et de laisser être ce qui est. Euh, Quand ça n'est pas familier, ça a besoin d'être fait vraiment dans un espace de calme et un espace d'écoute avec soi. C'est pour ça notamment que sont souvent proposées les méthodes de méditation. C'est-à-dire que là, si vous sentez que vous avez des habitudes de vous agiter à chaque fois qu'il y a une situation et que vous vous en voulez, que vous avez envie d'être dans le combat, etc., ça va être important d'apprendre à vous poser, par exemple, 1 fois par jour. Vous parler avec des mots positifs, écrire ce qui vous traverse euh, et essayer d'instaurer un processus d'acceptation. Ça demande une sorte de droiture intérieure, c'est-à-dire il y a une situation qui se présente, que peut-être vous avez déjà connue auparavant, et c'est se dire, par exemple, auparavant, à cette situation, j'aurais réagi par la colère ou par une fermeté extrême vis-à-vis de l'autre, et je m'en serais voulu, par exemple, et se dire, cette recette, jusqu'ici, elle m'a pas servi, ça m'a pas apporté la paix. Comment cette fois-ci je peux faire autrement? Comment je peux réagir autrement cette fois-ci? Souvent, ce qui va s'interposer, c'est l'ego. Et c'est important que cette question, on ne se la pose pas depuis le point de vue de l'ego. Parce que l'ego, il va toujours se croire en danger, vouloir être dans la domination, en tout cas dans les situations que je viens de citer. Il faut revenir à quelque chose de plus simple. C'est-à-dire pour mon propre bien, pour ma propre paix et pour préserver ma paix et celle de mon environnement, quelle décision je peux prendre maintenant pour réagir d'une manière différente de ce que je connais? Et ça aussi, c'est un acte d'amour envers soi. Et je parlais à l'instant de méditation, la pratique spirituelle et la pratique de la méditation notamment, qui est la voie la plus directe, permet euh, de faire l'expérience directe de se laisser être. C'est-à-dire quand on rentre en méditation, qu'on se place en présence simplement du souffle et du silence et de rien d'autre. Et qu'il n'y a aucune pensée qui nous emmène ailleurs, ou qu'en tout cas on voit les pensées comme des nuages qui passent, mais qu'on revient au ciel immaculé que nous sommes et qu'on reste comme ça plusieurs minutes dans ce silence, on fait l'expérience de la plénitude qu'on cherche parfois même dans des expériences sensorielles. Sauf que c'est une plénitude qui est continue. Et petit à petit, jour après jour, en faisant l'expérience de cette plénitude et en voyant que quand on reste dans cette neutralité intérieure, en respiration,
posé avec soi-même et que la vie continue à se gérer d'elle-même, que les autres continuent à se gérer d'eux-mêmes et que finalement il y a le centre que vous êtes qui est immobile, qui est éternel et que autour la vie bouge et indépendamment de votre volonté, de vos avis, de vos émotions, de ce que même vous pensez de vous-même, ça apporte aussi une forme de soulagement. C'est-à-dire peut-être que j'ai cru devoir tout gérer, tout anticiper, tout penser, tout réaliser pour pouvoir cocher les cases et me dire que j'étais quelqu'un de bien ou que peut-être je pouvais me dire que j'avais avancé dans la vie, etc. Toutes ces insécurités, ben, tout d'un coup, elles n'existent plus et elles n'ont plus le pouvoir sur votre état présent. L'état d'un être qui est déjà complet, qui est déjà à la bonne place et qui, dans l'expérience humaine qui est vécue, en est exactement là où il doit être. Et c'est la volonté de personne, ni d'extérieur ni d'intérieur, c'est ce qui est. C'est vraiment ça, ce mantra, j'accepte ce qui est, j'accepte ce que je suis avec toutes les nuances, avec tout ce qui traverse. J'aime ça de tout mon cœur parce que je sais que c'est juste, je sais que ça a sa place. Et si je trouve ça agréable, je remercie, je chéris cet instant. Et si je trouve ça désagréable, ok, avec amour, j'accepte de ressentir cette sensation désagréable. Je regarde ce que ça vient me dire, ce que ça m'appelle à conquérir à l'intérieur de moi, à comprendre, à laisser partir et laisser toutes les résistances lâcher petit à petit, en respectant le rythme, en identifiant peut-être les peurs qui se présentent quand on rentre dans cette démarche. Mais ça peut se faire que dans la douceur, que dans l'amour, que dans la tendresse, que dans l'indulgence. Sur les plans Sur le plan ultime, notre être est déjà lumineux, éveillé, conscient, complet. Par contre, dans l'expérience humaine, ici, sur le plan relatif, on a tout un tas d'états d'esprit, d'habitudes mentales, de croyances, de conditionnements qui font que ça peut être un peu plus difficile de réagir directement avec un amour inconditionnel, une ouverture, un calme olympien. C'est normal. Mais on peut se rééduquer. C'est comme une rééducation intérieure, la vie. Il y a un chemin spirituel qui se fait. Il y a plein de personnes, de situations qui sont aussi placées sur ce chemin pour qu'on puisse mieux se voir, mieux se comprendre. C'est pour ça qu'on dit toujours les autres sont un miroir de moi ou les situations viennent me parler. Ça ne veut pas dire qu'elles vous concernent dans le sens où elles disent quelque chose de ce que vous seriez, pas du tout, ni de votre valeur, ni de ce que vous êtes, mais parfois c'est des indices. Quelqu'un qui va nous titiller de manière récurrente et à chaque fois nous faire ressentir par exemple de l'injustice, c'est juste la vie et puis l'être lui-même, l'être que vous êtes lui-même qui vient manifester ça pour que vous puissiez être à l'écoute et voir que le problème n'est pas par exemple cette collègue qui réveille l'injustice, mais le sentiment d'injustice lui-même est la base de cette injustice, le nœud émotionnel, quand est-ce qu'il s'est créé et surtout quelles sont les croyances et les schémas de protection et de défense qui ont été mis en place au fil du temps. Et c'est surtout ça qui a besoin d'être lâché pour que vous puissiez retrouver une manière d'être au monde beaucoup plus naturelle et qui est pleinement ancrée dans le présent, c'est-à-dire votre potentiel maximal dans le présent et pas que sans cesse l'expérience soit la continuité de ce que vous avez déjà écumé, déjà vécu et déjà ressenti, comme si la boucle était infinie. Pour tout ça, bah, c'est extrêmement intéressant d'être lucide avec soi-même, c'est-à-dire, ok, il y a mon être profond qui a déjà conscience d'être une expression merveilleuse de l'amour, et puis il y a tout ce qui s'est rajouté dessus, tous les conditionnements. Et des fois, les conditionnements les plus subtils, c'est-à-dire regarder. Par exemple, si vous vous sentez agité ou dans une forme d'inconfort quand vous vous reposez, regardez, est-ce qu'il y a des injonctions, des conditionnements en moi qui disent qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut toujours être actif, qu'il faut produire, ou même que quand on fait rien, on risque de manquer, etc., etc. Et allez toucher ça du doigt. Si vous sentez que vous vous agitez quand vous êtes triste, regardez si par le passé on vous a conditionné à l'idée que il faut pas pleurer, qu'on montre pas ses émotions, que ça fait trop de bruit pour les adultes, ou que pleurer est une faiblesse, ou peut-être que
Pleurer, c'est montrer une vulnérabilité qui va donner à l'autre la capacité de nous faire mal. Regardez, OK, quel conditionnement là, purement inconscient ou peut-être des fois conscient, fait que je me blâme de pleurer. Regardez aussi, un dernier exemple dans cette posture de se laisser être. Si vous sentez que vous vous laissez pas être parce que, heu, vous empêchez, d'exprimer que vous n'êtes pas d'accord ou que vous voudriez dire non, bah, c'est regarder aussi. Si je dis non, de quoi j'ai peur? Est-ce que dire non, selon le regard que je pose, ça revient à blesser l'autre, créer du conflit ou être mal poli? Ou est-ce que dire non, finalement, c'est un respect à la fois de moi-même et de la personne en face de moi. C'est-à-dire que si je dis oui, je le dis pleinement avec mon cœur et c'est une marque de confiance, de respect envers l'autre, d'authenticité. Et si je lui dis non, c'est simplement parce que pour moi, faire les choses avec le cœur est très important et que là, si je disais oui de force, ça ne serait pas dans cette posture-là que j'entrerais en lien avec l'autre. Et tout d'un coup, bah, c'est juste le regard qu'on pose sur le fait de dire non qui change. Et tout d'un coup, bah, il y a un espace qui se libère pour se laisser être et se laisser dire ce qui résonne juste. Il faut revenir à la notion d'intention. Pourquoi je fais les choses? Voilà, si là je me repose, est-ce que c'est parce que je suis faible ou parce que je suis fatiguée et mon corps me demande du repos? Voilà, c'est ramener le sens neutre des choses. Euh, ou par exemple, comme on parlait à l'instant euh, de ne pas s'accepter dans la tristesse, bah, se laisser être, c'est se dire, ok, j'ai besoin de pleurer pour évacuer, parce que l'eau et le sel, ça nettoie, ça purifie, et aussi parce que c'est normal de laisser cette tristesse s'exprimer, j'en ai besoin, et je sais que ça va me faire du bien. Et dans ce moment de tristesse, eh bien, je vais essayer de trouver du réconfort dans un plaid chaud, dans un bain, dans le fait d'écrire ce qui me traverse, et savoir que cette tristesse, elle est impermanente. Elle est impermanente au même titre que les cellules qui sont en train de mourir à l'intérieur de moi là, les planètes qui sont en train de tourner, les gens qui naissent et qui meurent en cet instant. Tout est impermanent, y compris ce sentiment. Alors cette sensation de tristesse, peut-être qu'elle n'est pas agréable, peut-être que je voudrais me sentir joyeuse, mais là, dans cet instant, c'est là que j'en suis. Et c'est OK. Pourquoi ça serait un problème? Donc c'est ça, c'est tout ce qu'on identifie comme des problèmes dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ressent. Bah, c'est laisser partir les jugements mentaux qu'on a mis là-dessus. Revenir à une forme de neutralité. Et on peut utiliser des phrases simples, par exemple, en cet instant, je laisse partir toutes les parts de moi qui ont pu croire ceci, ceci, cela. Je libère l'idée que tel mot signifie tel mot. Par exemple, l'idée que tristesse signifie danger, que dire non signifie colère, etc. Peu importe. C'est important de voir que c'est des mécanismes mentaux qui sont à l'œuvre, que c'est pas la réalité, les situations, les gens qui sont la cause de ce qu'on ressent. C'est à la fois des états d'esprit et des croyances qui s'imbriquent ensemble et du coup on crée dans notre tête un scénario, un synopsis, une voix qui vient nous, qui est pas extérieure à nous, hein, mais on la personnifie pour mieux comprendre, qui vient nous donner une version de l'existence qui ne nous plaît pas. Et c'est totalement normal. Si dans votre esprit sont associés l'idée que ne pas être créatif ou être dans une forme de passivité égale être nul ou aller droit dans le mur, c'est normal que vous vous sentiez triste. Mais si dans votre tête, ne pas être créatif égale être dans une saison plus intérieure de régénérescence et dans laquelle juste les choses se préparent pour que au bon moment, j'ai toutes les ressources intérieures pour aller vers une nouvelle expérience de l'existence, bah, tout d'un coup, comme l'association mentale est positive, ça ne va pas vous poser souci d'avoir une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois de pause dans votre vie où vous êtes plus dans d'autres types d'activités, mais pas spécialement dans le fait de créer quelque chose de nouveau, parce que juste c'est pas le moment et qu'il y a autre chose qui a lieu déjà là à l'intérieur et que les expériences déjà qui sont là dans le présent vous forgent pour la suite. Et donc c'est juste l'association mentale qui est faite de la situation, entre la situation et ce que vous êtes.
et ce que vous ressentez qui va prendre ou non le pouvoir sur vous. Donc pour résumer, l'art de se laisser être, c'est quoi? L'art de se laisser être, c'est comprendre que les pensées ne disent pas toujours vrai. Elles disent vrai dans ce que vous croyiez vrai depuis jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'est pas une vérité ultime, c'est un prisme, c'est une couleur, une teinte qui est donnée à des situations, des gens ou même à vous-même. Donc toute croyance n'a pas besoin d'être crue, toute pensée n'a pas besoin d'être crue, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer. C'est se dire aussi, se laisser être, c'est j'ai le droit de tout ressentir, j'ai le droit d'exprimer, j'ai le droit de changer, j'ai le droit de laisser voir des nouvelles facettes de ce que je suis. Dans cet élan d'amour de soi à soi, pour ne pas créer des compartiments intérieurs. Par exemple, une personnalité publique, une personnalité privée, des émotions qui ont droit de résidence, d'autres émotions qu'il faut à tout prix cacher. Ça marche à court terme, mais à long terme, ça peut faire mal. Et puis, se laisser être, c'est avoir des temps où on se reconnecte au silence, qui contient beaucoup, beaucoup plus de réponses que le mental, parce que, pour donner une image, notre mental, il fonctionne à huis clos. C'est-à-dire qu'on tourne tout le temps avec les mêmes concepts, les mêmes visions des choses, les mêmes conditionnements, comme si dans le mental, il y a des petites cases, des petits tiroirs avec des idées qu'on connaît déjà, des croyances qu'on connaît déjà, une vision des choses bien arrêtée qu'on a déjà expérimentée mille et une fois. Donc il n'y a que dans le silence, c'est-à-dire dans le retour à la présence, à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est pas du bruit, c'est pas des idées, c'est pas une identité, c'est pas un corps, c'est pas des émotions, une date de naissance, un nom, une histoire, c'est ce qui prévaut à tout ça, ce qui observe tout ça. Et ce qui a toujours été là et qui passe de vie en vie. Et si vous avez dans votre vie, et c'est à ça que sert par exemple la pratique spirituelle, la méditation, ou même toutes les routines où tout d'un coup on se remet en présence de quelque chose de plus élevé et de plus profond, euh, là, tout d'un coup, il y a des réponses différentes qui peuvent venir. C'est ce qu'on appelle parfois l'intuition, l'instinct, il y a plein de noms. Mais il faut se rendre disponible des fois pour entendre quelque chose qui sort de ce qu'on connaît déjà. Et ça se passera pas au niveau mental. Et parfois, on peut avoir besoin d'être guidé. C'est pour ça que des fois, on fait appel à un thérapeute, un médium, une amie, on discute pour ouvrir le regard en fait. C'est pour ça qu'on a besoin des autres, qu'on partage, qu'on se nourrit les uns les autres, parce qu'on pour ouvrir notre regard, on a besoin d'un élément extérieur qu'on ne connaît pas encore, d'une vision des choses qui n'a pas encore été explorée. Donc l'autre va nous la donner, on va la comprendre, ça va rentrer dans notre champ de compréhension. Et après, si ça parle au cœur, c'est à nous de le faire rentrer dans notre propre expérience. Il faut bien comprendre qu'il y a d'un côté ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, ce qu'on ingère comme connaissance, tout d'un coup, on prend conscience, ah, peut-être qu'il y a une nouvelle façon de faire qui peut me correspondre à ce à quoi j'aspire. Mais après, c'est à nous, chacun à notre niveau, d'en faire une expérience. Parce qu'il n'y a que par l'expérience que notre esprit se transforme. Et il n'y a qu'une fois que l'esprit est véritablement transformé au plus profond, que tout d'un coup, il peut faire émerger une nouvelle version de l'existence. Et par nouvelle version de l'existence, j'entends non pas faire en sorte que l'existence change dans sa totalité, c'est juste l'expérience qui en est faite qui change. Parfois, quand on évolue énormément intérieurement sur le plan de l'amour de soi, sur le plan de l'écoute de soi et de l'autre, de l'acceptation, du non-jugement, de la compassion, de l'ouverture, etc., la vie extérieure ne change pas forcément considérablement. On peut tout à fait toujours habiter au même endroit, avoir le même travail, avoir le même entourage. C'est juste que l'expérience qu'on en fait est beaucoup moins souffrante. C'est-à-dire que les émotions qui étaient générées ou les blessures qui étaient sollicitées dans telle ou telle situation, tout d'un coup, n'émergent plus. Hein, donc changer de vie, des fois, c'est pas changer la vie, c'est changer le regard qui est posé sur cette vie. Et ça, c'est un bel accomplissement. La vie humaine est merveilleusement bien équipée pour nous amener à revenir à notre vérité. Il faut se faire confiance, c'est-à-dire ce qui crée de l'inconfort en nous, c'est pas une anomalie en soi, mais c'est un indice. Ah,
Peut-être qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner qui peut émerger. Peut-être que j'ai plus besoin de m'infliger cette façon de faire. Peut-être que le rapport que j'ai à moi-même ne me permet pas de m'épanouir. Il y a toujours, dans tous les inconforts qu'on vit, il y a un message qui est à l'intérieur, qui est là pour nous aider. Parce que la vie est fondamentalement soutenue et enracinée dans une conscience d'amour. Et c'est aussi une voie vers l'amour que d'accepter les frictions comme des voies initiatiques et pas comme des situations qui viendraient nous encourager à nous aimer un peu moins ou à nous taper sur les doigts. Parce qu'on n'est pas à l'école, on n'est pas là pour se mettre en rang, on n'est pas là pour avoir tout le temps des bonnes notes et travailler dur. On est là pour faire l'expérience de l'amour, grandir en sagesse, transmettre la joie et surtout offrir une présence. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est pas le plus important. C'est comment on le fait, c'est-à-dire dans quelle vibration, dans quelle fréquence on se place quotidiennement et qu'est-ce que ça transmet au monde autour de nous. Nous sommes le centre pour le monde, donc c'est une présence fréquentielle que vous offrez au monde avant tout. Ce que vous faites, ce que vous dites ou à quoi vous ressemblez, ça n'a vraiment aucune importance. Être spirituel, finalement, c'est pas battre les cartes, tirer l'oracle, tenir le pendule, méditer, tout ça. C'est des outils, c'est des voies. Mais la spiritualité, c'est devenir une présence d'amour dans le monde. Et oui, ça peut être challengeant. Oui, ça demande de lâcher. Oui, ça demande d'arrêter de résister. Oui, ça demande de, comme on dit, lâcher prise. Que moi, je résume à comprendre que nous n'avons jamais rien contrôlé. Et rentrer dans ce mélange à la fois d'humilité face à l'existence et aussi de souveraineté face à notre manière de réagir à l'existence. C'est ça l'équilibre qu'on peut trouver dans cette vie humaine. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est cultiver l'art de se laisser être, non pas à nouveau pour que ça soit un nouvel objectif spirituel qui ajouterait à votre valeur, mais juste comme une décision d'amour envers vous-même, pour que vous puissiez faire l'expérience d'une vie qui est remplie de douceur et surtout qui permet de créer de l'espace à des expériences, des rencontres et des moments de grâce que vous n'auriez pas pu connaître autrement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous en remettre à votre pouvoir personnel, à votre discernement sacré. Et j'aurai beaucoup de joie à vous retrouver bientôt, que ce soit en séance, ici ou ailleurs.